Bonjour à tous et à toutes, en fonction du moment auquel vous allez me regarder. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je me suis sentie fortement poussée, donc je vais le faire. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de rebondir sur une vidéo que je viens de voir, celle de I Am Maziken. Vous aurez toutes les informations et le lien, heu et je vous conseille de visionner sa vidéo en préambule à cette capsule. Le lien, il est sous cette vidéo. Une vidéo qui parlait de Trump au départ, mais pas que, hein, qui partait de Trump. Et puis, elle y parle aussi de synchronicité, de noms, de dates, de figures historiques et de récits étranges qui semblent se répondre à travers le temps. Alors avant de démarrer, j'ai envie de commencer par une citation d'Albert Einstein très à propos, que je viens de tomber dessus dans un livre. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et vous allez comprendre pourquoi. La vision de Hayam Maziken, c'est pour moi une enquêtrice de vérité. Elle est riche, elle est documentée, et je tiens ici à saluer son travail. Vraiment, merci. Parce qu'elle fait partie de ces personnes que je suis et qui est éveilleuse de conscience à sa manière. Mais très honnêtement, pour moi, le vrai sujet, c'est pas Trump ou les autres figures publiques citées. Le vrai sujet, il est beaucoup plus vaste. Et elle l'a abordé aussi à sa manière. Mais moi, je vais vous donner en fait ma vision, spirituelle. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que nous appelons le temps? Qu'est-ce que nous appelons une coïncidence? Et surtout, est-ce que, est-ce qu'on découvre vraiment des choses nouvelles? Ou bien sommes-nous en réalité en train de nous souvenir, tout simplement? Parce que moi, ce que je ressens profondément en mon cœur, c'est il n'y a pas seulement des faits, des archives, des curiosités historiques ou des rapprochements troublants, hein. Il y a derrière tout cela une grande question spirituelle, philosophique, presque métaphysique. Et en fait, si on se posait tout simplement la question, et si tout était déjà là? Je le dis souvent sur la chaîne. Aujourd'hui, je remercie Maze de pouvoir répondre à cette question encore plus loin. Et si certains êtres, en fait, à certaines époques, avaient simplement accès, avant les autres, à des couches de mémoire, d'intuition ou de vision. On vit dans un monde qui nous a appris à penser le temps de manière linéaire, en fait. Depuis l'école, hein, on nous a appris qu'un passé, c'est derrière nous, qu'un présent, c'est maintenant, et qu'un futur, c'est demain, c'est devant nous. Comme si on avançait sur une ligne droite. Mais de plus en plus, que ce soit dans certains courants spirituels, philosophiques, en physique ou dans d'autres réflexions hein, autour de la conscience, cette vision linéaire du temps, elle est questionnée. Albert Einstein, avec la relativité, il a profondément modifié notre compréhension de l'espace et du temps. Au point que la notion même d'espace-temps, elle est devenue centrale dans la physique moderne. Alors, je suis pas en train de dire qu'Einstein, il est là et qu'il a prouvé la spiritualité. Non, je suis en train de dire que la science, elle-même, elle a fait éclater l'idée naïve d'un temps simple, rigide, uniforme pour tout le monde. Et à partir de là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Quand je regarde l'histoire humaine, je suis frappée par quelque chose. Les symboles, ils reviennent.
Les figures, elles reviennent, les récits reviennent également, et les archétypes reviennent. Comme si l'humanité, en fait, jouait certains rôles encore, et que certaines tensions, certaines mémoires se rejouaient. Dans mon jargon, souvent je parle de schéma. Et c'est là que je fais le lien avec Carl Gustav Jung. Alors, je ne vais pas faire l'apologie jungienne. Pour résumer, Jung, il a développé l'idée d'inconscient collectif et d'archétype. C'est-à-dire l'idée qu'il existe des formes symboliques universelles qui traversent les individus, les cultures et les époques. Autrement dit, nous ne sommes peut-être pas seulement des individus séparés, enfermés dans une petite histoire personnelle. Nous sommes peut-être aussi traversés par une mémoire bien plus grande que nous. Et quand on commence à regarder certaines figures qu'on appelle visionnaires, la question, elle devient vraiment passionnante. Moi, quand j'ai regardé la vidéo dont je fais référence sous cette capsule YouTube, j'ai pensé à George Orwell. Je l'ai étudié il y a de ça 35 ans maintenant à l'école, avec son roman 1984, 1984. Ce roman, il a été publié en 1949. Et c'est devenu une référence mondiale, parce qu'il met en scène une société de surveillance, de contrôle, de propagande, de falsification du réel. Et on a commencé à entendre parler d'expressions comme Big Brother dans notre société moderne. Si quelqu'un lit George Orwell aujourd'hui et son roman 1984, il peut avoir l'impression qu'il avait vu, qu'il savait déjà, qu'il avait anticipé. La question à se poser ici, mais ça veut dire quoi, anticiper? Est-ce que par magie, comme ça, il a pensé à quelque chose du futur? Ou plutôt, est-ce qu'il a perçu avec une lucidité extraordinaire, en fait, comme des graines déjà présentes dans son présent? Moi, je dirais que parfois, les visionnaires, ils ne prédisent pas, ils captent. C'est des médiums, et on est tous médiums. Et ils lisent cette structure profonde avant qu'elle n'éclate aux yeux du plus grand nombre. Alors pareil, un autre auteur que j'ai étudié à l'école, c'était très drôle, c'est ce à quoi m'a fait penser la vidéo, c'est Aldous Huxley, avec Le meilleur des mondes, Brave New World in English, publié lui en 1932. Alors dans ce roman, on parle des dérives d'une société fondée sur des conditionnements psychologiques, la technologie, on parle aussi de stabilité artificielle, on parle d'effacement de l'individualité au profit d'un ordre social contrôlé. Là encore, on peut se dire, comment il a pu voir si juste cet Aldous Huxley? Est-ce qu'il a deviné? Est-ce qu'il a imaginé? Est-ce qu'il a extrapolé? Ou est-ce qu'il a tout simplement accédé à quelque chose qui était déjà inscrit, qui germait déjà, qui était déjà disponible pour lui dans le champ des possibles? Je vous pose la question. Et c'est là que ma lecture à moi, en fait, elle devient spirituelle. Parce que moi, je pense profondément qu'il y a des êtres qui ont cette capacité de ressouvenance. Alors, quand on regarde le mot ressouvenance dans le dictionnaire, ça veut dire un souvenir que l'on continue à garder d'une chose passée ou encore d'une chose oubliée. Le synonyme de ressouvenance, ça serait la mémoire, le souvenir, la remembrance,
la réminiscence. C'est aussi un souvenir un peu particulier parce que ce souvenir, il revient de manière soudaine à l'esprit, de manière vive. Alors ce mot, ressouvenance, je l'utilise à dessein, on va dire, parce que pour moi, c'est pas seulement une mémoire intellectuelle, pas seulement de l'imagination, mais la ressouvenance, c'est comme une reconnexion à un savoir plus ancien, plus vaste, plus subtil aussi. Alors là, après, je me suis mis à penser à Nikola Tesla. Là encore, on parle d'une figure qui fascine énormément aujourd'hui, qui a dit, je cite, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Ça me parle énormément. Ceux qui me suivent sur la chaîne sauront. Pourquoi Tesla, il fascine autant? Parce qu'il donne l'impression d'avoir été en avance, en fait, sur son temps. Parce qu'autour de lui, s'est construit l'imaginaire du génie incompris, de l'inventeur, connecté à des lois plus vastes, presque déjà branché, en fait, sur un futur que les autres ne voyaient pas encore. Une partie de cette aura tient à ses vraies inventions et une autre à toutes les projections qu'on a pu faire, en fait, contemporaines et qu'on a déposées sur ce personnage qu'est Tesla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la légende, Nikola Tesla, c'est la question de fond. D'où viennent, en fait, ces idées fulgurantes, d'accord? Ces intuitions. Est-ce que, eh bien, ces inventeurs, là, comme je vous disais, Tesla, Einstein, eh bien, est-ce que c'est de l'intelligence pure? Est-ce que c'est du travail? Alors, on peut s'interroger aussi, c'est sans doute du génie quand même. Bien oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est seulement cela? Ou est-ce qu'à certains moments, en fait, eh bien, ils ont accédé à une autre forme de mémoire du réel? J'ai cité Einstein tout à l'heure. Bah oui, on pourrait dire la même chose d'Einstein. Einstein, il est connu pour sa théorie de la relativité et pour avoir profondément transformé en fait notre compréhension de la gravité, du mouvement de la lumière, de l'espace et du temps. Ce qui m'interpelle chez Einstein, ce n'est pas seulement son intelligence scientifique, c'est cette façon qu'il avait de passer par l'imagination, par l'expérience, par la pensée, par l'intériorité en fait. Donc là encore, la vraie question, eh bien, c'est et si certaines avancées, eh bien, elles naissaient dans un espace intermédiaire entre la rigueur, l'intuition, l'imaginaire et la mémoire profonde. Et là, je suis en train de repenser à Archimède, qui était dans le bain et qui donc cette grande découverte de la poussée d'Archimède qui lui est venue d'un coup. S'est-il ressouvenu? Et si le génie, en fait, eh bien, il consistait aussi à se rendre disponible à quelque chose, eh bien, qui dépasse le mental ordinaire. Et si, eh bien, Tesla, Einstein, pardon, Orwell, Huxley, eh bien, ou Archimède, eh bien, ils avaient eu accès, peut-être, à des archives akashiques. Alors moi, c'est une affirmation dans laquelle je crois, mais bon, je peux pas vraiment vous la démontrer. Et je suis pas là pour vous en convaincre non plus, mais moi je dis que leurs œuvres et leur trajectoire, eh bien, elles nous invitent à nous poser cette question. Est-ce que toute cette
connaissance, elle naît uniquement d'un cerveau individuel, isolé? Ou bien est-ce qu'il existe des formes de connaissances plus vastes auxquelles certains êtres se branchent plus facilement que d'autres? Et là, pour moi, on entre dans un champ où la science, la philosophie, la psychologie des profondeurs et la spiritualité commencent à se frôler, sans parler exactement le même langage. Réfléchissez-y. Alors ici, mon exposé serait incomplet sans parler de Philippe Guillemont, parce qu'il fait partie de ces penseurs contemporains francophones qui ont beaucoup nourri cette réflexion chez beaucoup de personnes. Sur son site, Philippe Guillemont, il se présente comme un physicien, un chercheur, un auteur, avec des travaux liés notamment à la flexibilité de l'espace-temps et à ce qu'il appelle la cybernétique du temps. On y trouve aussi des références à sa théorie de la double causalité et à des publications autour de l'influence du futur sur le présent. Il y a énormément de contenu sur YouTube. Je vous invite vraiment à les explorer. Philippe Guillemont, il a fait exploser en fait la conscience pour moi. Ce que Guillemont il propose, ce n'est pas un consensus scientifique général tel qu'on l'enseigne dans tous les cursus physiques universitaires. Non. Il expose vraiment sa pensée personnelle. Elle est argumentée, elle est à la croisée de la physique, de l'information, du temps et de la conscience et de la spiritualité. Et c'est fantastique. Et je me questionne parce que ça parle pas qu'à moi, ça parle à beaucoup de gens et notamment à la communauté scientifique aussi. Parce que ça réouvre une porte, une intuition ancienne. Et si le futur n'était pas seulement ce qui n'existe pas encore, mais aussi un pôle d'attraction, une information qui est déjà là, à un autre niveau, une forme de réalité qui influence déjà notre présent. Alors moi, je n'utilise pas forcément les mêmes termes que lui, mais ce que j'entends derrière cela et ce qu'il développe, c'est que nous sommes peut-être moins enfermés en fait dans la ligne de temps que nous croyons. Il en parle bien mieux que moi, du temps chronos, du temps aion, du temps kairon. Et c'est là que j'arrive à ma propre lecture. Ma lecture, c'est celle de l'âme. Ma lecture, c'est celle de la continuité. Ma lecture, c'est celle d'une conscience qui ne s'éteint pas sur une seule existence, une seule époque, un seul visage, un seul nom. Alors, dans mon langage spirituel, quand je parle de réincarnation, je ne parle pas forcément de la vision la plus simplifiée qu'on entend parfois. Je parle pas seulement d'une âme qui reviendrait mécaniquement dans un autre corps comme on change de vêtements. Non. Je parle plutôt d'une continuité de mémoire, de vibration, de fréquence, de conscience. Un peu dans les termes de Nikola Tesla, en fait. Je parle de quelque chose, d'une énergie qui continue à circuler. Je parle de la possibilité que certaines âmes, certaines lignées d'âmes, certaines fonctions symboliques, certains archétypes, ils reviennent, ils se répondent, ils se reconnaissent, ils se réactivent.
Et quand les personnes, ce qu'elles appellent par exemple quand elles observent des doubles historiques, des ressemblances en fait entre les figures à travers les siècles, comme on a parlé Maisie dans sa vidéo, eh bien ces visages, ces motifs qui reviennent, ces destins qui se reflètent, ces noms, ces dates de naissance parfois, eh bien moi j'y vois tout un autre langage symbolique, un rappel, une reconnaissance, une revivance. Parce que ce n'est pas qu'un simple hasard amusant, c'est ce qu'on dénomme aussi en spiritualité la synchronicité. Alors, qu'est-ce qu'une synchronicité? Ça pourrait être un événement qui semble nous dire tout simplement, eh bien, regarde, sois attentif, il y a quelque chose là qui fait sens là tout de suite là. On peut l'aborder psychologiquement, symboliquement, spirituellement, la synchronicité. On peut y voir un biais de perception, parfois, mais toujours est-il que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est votre propre discernement. Toujours. Et j'en parle souvent sur la chaîne. Mais il y a aussi ces moments dans la vie où eh bien, il y a une accumulation de signes. Il y a des échos, il y a des rappels, il y a des résonances, des motifs, des symboles. Et là, intérieurement, eh bien, ça devient bien réel. Comme si le réel, en fait, il était déjà tissé, plus vivant, plus intelligent que ce qu'on nous a appris. Moi, s'il y a une question sur laquelle j'aimerais bien vous éveiller quelque part, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller en vous, tout ça? Est-ce que ça vient réveiller de la peur? Est-ce que ça vient réveiller du fantasme? Est-ce que ça devient confus? Ou au contraire, est-ce que ça vous ouvre le cœur et ça vous ouvre votre conscience? Parce que le risque, quand on parle de plein de sujets, comme le fait Ayam Maziki, eh bien, c'est que certaines personnes, en fait, elles vont avoir un rejet de tout ce qui est dit. Elles vont le rejeter avec mépris. Et il y en a d'autres, en fait, elles peuvent tout croire, tout accepter sans filtre. Moi, en fait, je suis dans aucun des deux. Et je suis juste pour vous montrer que ce que ça a éveillé en moi, c'est un endroit bien plus simple. En fait, ce que j'ai fait quand j'ai regardé cette vidéo, c'est que j'écoute, j'observe, j'entends, je ressens, je relis, je tisse, je garde mon discernement. Toujours. Et après, en fait, eh bien, ça vient faire émerger en moi une compréhension plus vaste. C'est ça que ça fait. Alors, si je reviens sur Orwell, Huxley, Tesla, Einstein, Monsieur Guillemot, ce que je vois, ce ne sont pas 5 personnes, ce sont, je l'ai déjà dit, je crois, ce sont 5 portes. 5 portes, donc comme 5 entrées différentes, mais en fait, vers une même intuition, dans un langage différent. Orwell, il nous a parlé des dérives du pouvoir, de la surveillance du langage comme instrument de domination. Huxley, il nous a parlé du conditionnement, de la douceur toxique, du contrôle, d'un monde où l'être humain peut perdre sa liberté intérieure sans même s'en apercevoir.
Tesla, il nous a rappelé que certaines intuitions techniques semblent surgir avant même que l'époque soit prête à les recevoir. Einstein, il nous a parlé, il nous rappelle que le réel est beaucoup plus déroutant que les apparences et que notre vision spontanée du temps et de l'espace, eh bien, elle n'est pas suffisante. Il y a 2 oiseaux qui viennent de passer. Guimand, eh bien, lui, il propose une lecture contemporaine, où le temps, l'information et la conscience interagissent d'une façon moins rigide que dans l'imaginaire commun. Et moi, ce que je fais avec tout cela, ce n'est pas en fait un système fermé, hein. Non, 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 loin de là. C'est une trame en fait, hein. J'ai souvent cette image de toile d'araignée en fait, hein, comme qui est déjà tissée. C'est vraiment ça. Elle est déjà tissée, cette toile. Alors cette toile déjà tissée, je la résumerai comme ça. Peut-être qu'on ne vient pas sur Terre pour tout apprendre à partir de zéro, hein. Peut-être que nous venons aussi pour nous rappeler. Alors nous rappeler quoi? Eh bien, nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler ce que notre âme, elle sait déjà, nous rappeler des lois plus subtiles, nous rappeler que la conscience déborde la matière, nous rappeler que le visible, en fait, n'est qu'une couche. C'est comme le sommet de l'iceberg, là, ce qu'on voit, en fait, le réel. Nous rappeler que le temps n'est peut-être pas ce que nous croyons. Nous rappeler que la mort n'est peut-être pas une fin, mais un passage. Et en fait, lorsque certaines œuvres, certaines figures, certaines synchronicités, eh bien, elles nous frappent si fort, c'est peut-être parce qu'elles activent ce mouvement en nous de ressouvenance. Alors, je voudrais être claire. Alors, pour moi, l'éveil, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert. J'ai avancé dans mon chemin et je pense aujourd'hui que l'éveil, c'est lorsqu'on se reconnaît, en fait. On sait qui on est. On se ressouvient. Souvent, on dit, vous savez, ah ben, j'ai compris, j'ai appris, j'ai découvert, voilà. Mais parfois, dans les moments les plus profonds de la vie, ce qu'on ressent n'est pas, c'est pas tiens, c'est nouveau. Non, non. Des fois, ça vient nous dire, mais oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, j'ai comme une sensation là, une impression. Je connais ça, non? Je l'avais oublié. Je le reconnais. Ça revient. Vous savez, cette fameuse sensation de déjà vu. Quand vous arrivez quelque part, par exemple. Et pour moi, eh bien, cette sensation-là, elle est sacrée. Parce qu'elle touche à quelque chose de très, très, très ancien. Alors bien sûr, chacun mettra les mots qu'il voudra, hein. Certains, ils vont parler d'intuition, certains, ils vont parler d'inconscient collectif, ou encore d'archives akashiques, ou de champs informationnels, ou d'autres encore, ils vont parler de mémoire cellulaire, de mémoire de l'âme, de lignée, d'archétype ou de réincarnation. Peu importe en fait le terme. Finalement, tant qu'on comprend le cœur du propos, et le cœur du propos, c'est quoi? C'est que rien n'est peut-être vraiment séparé, quoi, en fait. Rien n'est peut-être vraiment perdu.
Rien ne meurt tout à fait, au sens où on l'entend. D'ailleurs, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est la parole de Lavoisier, hein, quand même, qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça date quand même du XVIIIe siècle, ça. Et je rajouterais à sa parole que tout circule, tout se transmet, tout se rejoue, tout peut être revisité dans une conscience, en fait, bien plus grande. Et c'est pour cela que je crois profondément que le hasard n'existait pas. Alors, je dis pas que tout est écrit, pas écrit dans le sens commun du terme comme on l'entend, de manière mécanique, figée, simplifiée. Non, non, plutôt à la façon de l'alchimiste de Paulo Coelho qui disait Mektoub, vous voyez, c'est-à-dire, il a aussi dit, c'est dans le présent que réside le secret du futur. Moi, je dis que la vie, elle est bien plus intelligente, bien plus symbolique, bien plus reliée, bien plus habitée que ce que l'on nous a appris. Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a que des rendez-vous. Ouais, il n'y a que des rappels, il n'y a que des échos, il n'y a que des réactivations, je le dis encore. Ou encore, je pourrais dire, il y a des seuils, il y a des portes, il y a des portails. Et parfois, eh bien, vous voyez, une vidéo, un livre, une phrase, une rencontre, un nom, une date, une ressemblance historique. Eh bien, il suffit à faire sauter un verrou intérieur. Pas parce qu'on nous révèle une information sensationnelle, hein, mais parce qu'on touche à un point de mémoire. Alors ici, vous l'aurez compris, je vous parle aussi beaucoup de synchronicité. Et les synchronicités, c'est pas seulement des curiosités comme ça, par hasard, non. Une synchronicité, c'est comme une porte. Des portes, plusieurs portes. Des portes vers une autre compréhension du temps, vers une autre compréhension de la conscience, vers l'idée, bon, je me répète, mais je leur dis parce que c'est important, que l'âme, elle continue, en fait. Une idée que on porte en nous des mémoires bien plus vastes. C'est aussi l'idée que certaines vérités, eh bien, elles s'inventent pas. Elles se retrouvent. Et peut-être que ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, avec toutes ces redécouvertes, toutes ces remises en question, tous ces bouleversements, toutes ces personnes qui s'éveillent, ce n'est pas l'apparition de quelque chose de totalement neuf, quoi, d'entièrement nouveau. Non, c'est peut-être juste un grand mouvement collectif de ressouvenance. Un moment où l'humanité commence à se rappeler qu'elle est plus que son histoire officielle, plus que ses conditionnements. Je pourrais dire qu'elle est plus que ses peurs, que sa matière, que sa temporalité intérieure. Et oui, j'ai envie de terminer par cette phrase. Et si nous ne découvrions rien au fond, si nous étions simplement en train de nous souvenir de ce que l'âme n'a jamais oublié. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et ce que ça réveille en vous. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il existe une forme de ressouvenance? Est-ce que vous avez déjà vécu cette sensation très étrange de ne pas apprendre, mais bien de reconnaître, de déjà vu?
aimer, liker, partager. Ouais. Parce que c'est ainsi, je tiens à le dire et c'est important, que le monde devient un peu plus éveillé chaque jour, chaque heure, chaque minute. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je suis Sophie et je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt dans la clarté de votre cœur.